Samuel Lejoyeux, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et bienvenue. Au moment où nous parlons, Sciences Po est fermé, Sciences Po est occupé. Pourtant hier il y avait ce débat organisé par la direction. Il n'a donc servi à rien. Quel bilan vous en tirez ? Écoutez, moi je pense jamais qu'un débat, que dialoguer ne sert à rien. En revanche, ce qu'on voit quand même de façon assez nette, c'est qu'on a des personnes qui ne croient pas dans le dialogue. Et finalement, je suis triste, moi, ce matin, quand je vois qu'il y a eu un débat, que chacun a pu exposer ses arguments, que oui, certes, et j'en suis heureux, la direction n'a pas lâché sur les deux éléments essentiels, les partenariats avec les universités israéliennes et les sanctions contre les auteurs d'actes antisémites. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut donc qu'on arrête tout partenariat avec les universités israéliennes et qu'on ne sanctionne pas les antisémites pour arrêter de bloquer des universités. C'est assez triste en fait. Quel est le but ? C'est une minorité qui veut planter l'année scolaire des étudiants en arrêtant les examens ? Je ne sais pas exactement quel est le but. On peut leur donner un crédit qui est que le but doit sans doute être de défendre la cause palestinienne, s'ils le disent. Mais moi, je crois que c'est une bien mauvaise façon de défendre la cause palestinienne. Il y a une autre façon qui peut être faite de le faire, justement par le dialogue, justement par le débat, justement en se disant, il y a une situation qui est terrible. Et c'est vrai, elle est terrible depuis le 7 octobre, elle est terrible évidemment à cause du Hamas. Mais il y a quand même matière à discuter. Et à la limite que les étudiants, qu'il y ait un mouvement étudiant autour de ces questions-là, pourquoi pas ? Mais oui, moi je crois que ça doit se faire par le dialogue, par le débat, et on en parlera, j'imagine, c'est ce qu'on va proposer aujourd'hui. À la Sorbonne tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez que la direction de Sciences Po prenne du temps pour cette enquête avant les sanctions sur d'éventuels étudiants, compte tenu de l'ambiance ? Alors, oui et non. Oui, c'est normal. S'il y a des décisions qui doivent être prises, hein, on est dans un état de droit, il y a des juridictions administratives derrière, c'est normal. En revanche, et la ministre de l'Enseignement supérieur s'est passée un peu sous les radars, l'a rappelé au président d'université hier, il y a la possibilité dans le code de l'éducation d'avoir des mesures conservatoires contre des étudiants. Et moi, je passe vraiment l'appel au président d'université d'utiliser cette possibilité quand il y a manifestement un acte antisémite et qu'on en connaît l'auteur. Et il y a plein de cas où c'est le cas dans les universités. On peut exclure pendant 1 mois maximum, de façon conservatoire, un étudiant. Il faut user de cette possibilité-là. Ça s'étend. Il y a l'école de journalisme de Lille, il y a d'autres campus. Est-ce que vous avez l'impression que l'antisionisme et l'antisémitisme gagnent toute une jeunesse, toute une génération ? Non. Non, clairement pas, parce qu'on est sur des mouvements qui, alors c'est compliqué à dire comme ça, mais c'est pourtant le réel, ne sont pas massifs. À aucun moment, ils n'ont été massifs. Je rappelle, on avait hier Johan Sfar à Sciences Po, il y avait 200 étudiants dans la salle. Il n'y a jamais eu beaucoup plus que 200 étudiants dans les mouvements de blocage de Sciences Po. Oui, ça s'étend parce qu'il y a cette minorité radicale qui s'appuie sur les syndicats d'extrême gauche, Révolution permanente, Point levé, etc., qui ont une responsabilité terrifiante là-dedans, qui sont présents dans de très nombreux campus, mais de façon minoritaire. Ça ne gagne pas une majorité d'étudiants. Et j'ose espérer, au contraire, cette radicalité dans les discours comme dans les méthodes va convaincre plutôt les étudiants d'aller dialoguer avec nous plutôt que d'aller bloquer avec eux. Vous sentez l'ombre portée de la campagne des européennes ? Ah bah oui, dans l'instrumentalisation de la France insoumise, elle est évidente et elle est terrifiante. L'électoralisme, le fait comme ça de se replacer comme la force un peu révolutionnaire numéro 1 dans le pays ne justifie pas tout et ne justifie pas surtout cette attitude de la France insoumise aujourd'hui qui est de pointer du doigt les étudiants juifs, de laisser libre cours à cette agitation qui est mortifère. L'attitude de la France insoumise est parfaitement irresponsable. Et face à cette attitude, l'attitude de la gauche classique, réformiste, l'attitude de Raphaël Glucksmann, vous la trouvez assez virulente, assez véhémente ou trop molle ? Sûrement pas assez véhémente. J'ai pas matière à commenter. Ça dépend. On l'a vu chahuter lors du 1er mai. On a vu quand même. Moi, je crois que c'est une bonne chose quand même. Et c'est courageux. C'est pas si évident de le faire que de dire qu'il reçoit des menaces antisémites. J'aurais préféré qu'il le
le fasse avant. Et je crois beaucoup au fait, voilà, être juif, c'est pas honteux. Recevoir des menaces antisémites, ça arrive à beaucoup d'étudiants. Et je crois que la parole qu'il pose aujourd'hui, peut-être un peu trop tard, mais j'aimerais vraiment lui apporter mon soutien, parce qu'il y a évidemment des étudiants dans tous les campus qui prennent ce genre de harcèlement antisémite. Le fait qu'ils viennent le dire haut et fort, ça crée de solidarité, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parlons de deux de vos actions. D'abord, une tribune que vous avez publiée dans Le Monde. Vous dites que la jeunesse mérite mieux que l'agitation actuelle. Quel retour avez-vous eu après ce texte ? Des bons retours, je crois. Des bons retours d'étudiants qui me disent que ça fait du bien, parce que finalement, en fait, je me rends compte que nous ne sommes pas les seuls à ne pas vouloir de ces deux camps qui s'affrontent. Moi, s'il y a une chose que je ne veux pas, c'est je ne veux pas des juifs et des pro-palestiniens qui se tapent dessus dans les facs. On pourrait aller le faire. Ce serait facile. Vous la sentez, cette tentation de la riposte violente dans une partie des étudiants juifs ? Non seulement je la sens, mais ça peut être extrêmement tentant. Il y a des actes antisémites en face. À un moment donné, moi, je suis militant. Il y a des actes antisémites. Oui, j'ai envie de répondre, et parfois de façon violente, même si je crois évidemment à la non-violence et à l'action politique. Mais il y a une colère, mais déjà en moi, qui est énorme chez les militants de l'UEJF et chez les étudiants juifs, qui est énorme. Mais moi, je me battrai toujours, et l'UEJF également, pour ne pas sombrer dans ces deux camps. J'ai l'habitude de dire, c'est pas un match de foot. À un moment, il faut prendre un peu de hauteur, il faut prendre un peu de recul et se dire qu'il y a un camp qui est celui de la raison, du débat, de la volonté de dialoguer, et de l'autre, on a un camp qui est celui de la volonté, voilà, de n'accepter aucune autre opinion que celle d'elle-même. Et ça, je le rejette, et c'est ce que je fais, je crois, dans cette tribune au Monde. Autre action, donc aujourd'hui à la Sorbonne, vous allez organiser encore une rencontre, un débat. Quelle forme cela va-t-il prendre et qu'est-ce que vous en attendez ? Eh bien, ça va prendre la forme la plus simple possible, ce débat. Une table, une nappe blanche, 2 bancs, et nous invitons les étudiants de toutes sortes à se mettre à table avec nous, avec voilà, des panneaux avec des cartes d'Israël, des définitions du sionisme, etc., et à venir discuter. On veut venir prouver que ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas parler du dialogue, du conflit israélo-palestinien. Évidemment qu'on peut en parler, évidemment qu'on peut s'échanger des arguments de façon calme. Simplement pour cela, il faut mettre de côté ceux qui ne veulent que créer justement de la confrontation, pointer du doigt les étudiants juifs comme complices de génocide. Une fois qu'on a mis cette minorité radicale et violente de côté, eh ben nous, on va montrer qu'avec l'immense majorité des étudiants, on peut dialoguer. L'idée, c'est de faire un sort à tous ces mots excessifs que l'on entend, notamment génocide ? Oui, évidemment, de montrer qu'en fait, c'est pas parce qu'on répète plusieurs fois des choses abominables qu'elles en deviennent pourtant acceptables. Oui, il n'y a pas de génocide à Gaza, et non de dire qu'un étudiant, simplement parce qu'il est juif, est complice de génocide, ça s'appelle de l'antisémitisme. Et donc oui, à un moment, on a beau le répéter, faut aussi le démonter par des arguments, et pour ça, il faut dialoguer et éventuellement, je l'espère, convaincre des étudiants que c'est pas complètement délirant de dénoncer le Hamas, de vouloir défendre la légitimité de l'État d'Israël, de dire qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. Tout ça, c'est pas complètement délirant, et on va le prouver avec des faits. Est-ce que ce sera une seule opération, ou est-ce que c'est le début d'une série de rencontres ? Écoutez, j'espère, en tout cas, c'est notre volonté, c'est de défendre partout et de toutes les formes possibles le dialogue. Ça rentre, voilà, Johan Sfar hier à Sciences Po, c'était aussi cette idée-là. Donc, selon la façon dont ça va se passer, c'est vraiment une nouveauté, c'est un pari. On n'a jamais fait ça, de venir simplement poser une table et proposer le dialogue. Donc, je ne sais pas moi-même comment ça va se passer. Bien, je l'espère. Et si ça se passe bien, oui, nous irons partout pour le faire, absolument. Il y a ce qui se passe en France, il y a ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que vous avez le temps de vous y intéresser ? Est-ce que vous craignez que ça soit le début d'un tsunami qui arrive chez nous ? Ah bah oui, évidemment, on le craint. Simplement, il y a une différence quand même fondamentale, et je l'avais dit dès le 7 octobre, je l'avais dit à la ministre de l'Enseignement supérieur, et je l'avais dit un peu partout. Le 7 octobre, il y a eu, dès le départ, en France comme aux États-Unis,
des paroles insupportables de la part de certaines organisations étudiantes. Et la différence, et je veux le mesurer, je veux remercier le ministère et les présidents d'université pour ça. Tout de suite en France, il y a des limites qui ont été posées. Aux États-Unis, pas du tout. Quand on disait ça dépend du contexte aux États-Unis, en France, s'agissant de l'antisémitisme, il y avait une clarté dès le départ. Alors après, on a pu dénoncer des atermoiements, etc., etc. Mais le fait que nous ayons été là immédiatement pour sonner l'alerte et qu'il y ait eu des pouvoirs publics malgré tout dans une position de fermeté, ça permet que des limites soient franchies et donc on est pour le moment pas une violence comparable à ce qui se passe aux États-Unis. Comment, depuis le 7 octobre, vivent vos adhérents, vos militants de l'UEJF? Est-ce que l'organisation bouge? Est-ce que vous avez plus d'adhérents? Est-ce qu'au contraire, certains sont partis parce qu'ils n'ont pas envie d'être ciblés? Oui, on a deux mouvements qui sont contradictoires, évidemment. Le premier mouvement qu'on a, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants, oui, qui nous disent qu'ils ont peur, tout simplement. Voilà, je prends un exemple, Paris 3, Sorbonne Nouvelle, une présidente de section qui lance une conférence sur les droits des femmes en Israël et en Iran. Elle s'est pris un torrent d'insultes simplement parce qu'elle s'est présentée comme étant responsable de l'UEJF. Donc c'est vrai que ça fait peur, mais, et ça je salue le courage, voilà, notamment je pense à la présidente de l'UEJF Sciences Po aussi, qui se retrouve devant ce town hall là, devant 400 étudiants qui sont presque tous, c'est-à-dire contre elle, hostiles, et qui va défendre les positions et qui va dire je suis sioniste dans cet amphithéâtre à Sciences Po. Le courage des militants de l'UEJF sur le terrain est immense et on en a plus, 5 sections nouvelles depuis le 7 octobre, notamment, c'était presque jamais arrivé, à Paris 8. À Paris 8, donc c'est notre volonté d'être partout sur le terrain pour porter ces valeurs. Vraiment, bravo aux présidents de section, aux militants sur le terrain. Ça veut dire qu'après cela, il faudra penser une réorganisation, un renforcement, un 2.0, si j'ose dire, pour l'UEJF? Oui, pour l'UEJF et pour tout le monde. Il faut voir, je crois, dans tous les moments de crise et de défi, des opportunités aussi. L'opportunité, voilà, et c'est ce qu'on va faire aussi à la Sorbonne, je veux dire. L'opportunité ok, la cause, le conflit israélo-palestinien dans les facs, il a été mis au centre de l'attention d'une bien mauvaise façon et avec une bien mauvaise ligne. Mais malgré tout, nous, de notre côté, on a parlé aussi à des centaines d'étudiants. Alors, ça fait moins de bruit, forcément, parce que c'est moins radical et c'est de la nuance. Mais toutes les conférences qu'on a faites, etc., c'est aussi des gens à qui on a commencé à parler. Il y a aussi des étudiants non juifs, des organisations étudiantes qui sont venus nous voir, avec lesquelles on ne travaillait pas et qui tout d'un coup se disent « Ah oui, quand même, là, il y a un problème avec l'antisémitisme ». Et ça va nous permettre de construire des partenariats de long terme. Vous sentez la tentation d'un vote RN parmi la jeunesse étudiante juive? Ce qui est sûr, c'est que on a aujourd'hui, enfin quand on a une extrême gauche qui dans le quotidien pourrit la vie des étudiants juifs, rend les conditions d'études impossibles, il est extrêmement tentant de se dire c'est l'unique danger, c'est l'extrême gauche, et donc il y a une tentation à l'extrême droite. La tentation, je veux dire, elle existe. Maintenant, je crois que chacun peut comprendre et comprend, et c'est aussi notre rôle de tenir la position là-dessus, que évidemment on ne s'allie pas avec l'antisémitisme pour contrer une extrême gauche. Exactement. Samuel Lejoyeux, merci et bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve lundi matin à 7h45, votre invité sera... Ce sera Carl Olive qui organise la veille un match de foot intercultuel. Merci beaucoup Christophe, à lundi. À lundi. Radio J.